Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce 4e numéro de Dimanche en politique consacré aux finances des départements. Ces départements, ils gèrent les collèges, les routes, les transports, mais leur principale mission reste la gestion des aides sociales, le RSA, le revenu minimum, l'APA pour les personnes âgées et la PCH pour le handicap. Et aujourd'hui, ces départements, ils se disent asphyxiés. Hausse du chômage et de la pauvreté, les dépenses sociales explosent alors que les dotations de l'État sont en baisse. Pour en débattre sur ce plateau, les présidents des 3 départements par ordre alphabétique. À la tête du département de l'Aisne, Nicolas Fricoteau pour l'UDI. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sport, maire de Rozoy-sur-Serre pendant 14 ans. En mars 2015, vous êtes devenu président de la nouvelle majorité de droite et du centre de l'Aisne. Face à vous, Édouard Courtial, président Les Républicains de l'Oise. Bonjour. Bonjour. Vous avez été auditeur financier, mais vous êtes apparu tôt en politique. Première campagne en 2002 et première élection, vous devenez député. Proche de Nicolas Sarkozy, vous avez été quelques mois secrétaire d'État chargé des Français de l'étranger. En 2015, vous avez vous aussi pris la tête d'une majorité de droite dans l'Oise. Enfin, le président de la Somme pour les Républicains, c'est vous, Laurent Saumon. Bonjour. Bonjour. Vétérinaire de profession, vous avez un long passé d'élu local. Vous avez été maire de Bernaville. Vous êtes président de la communauté de communes et conseiller général depuis 2001. Vous aussi, vous avez fait basculer votre département à droite en 2015. Tout à fait. Dans 3 jours s'ouvrira à Poitiers le 86e congrès des départements de France. En préambule à ce congrès, l'Assemblée des départements a largement diffusé cette campagne d'affichage que vous voyez à l'écran. Le message est clair, les départements sont financièrement asphyxiés. Principal accusé, l'État qui baisse ses dotations. Alors on va voir la situation au cas par cas. Nicolas Fricoteau, l'Aisne est le département Picard le plus en difficulté, l'un des 7 départements les plus en difficulté de France. Un taux de chômage à 13,8%, plus de la moitié des foyers fiscaux non imposables et selon la Chambre régionale des comptes, le nombre de demandes de RSA explose depuis 2010. Comment faites-vous face à vos dépenses en matière sociale? C'est économie obligatoire? Alors, les difficultés sont importantes au plan du RSA, c'est vrai. Nous faisons partie des 10 départements donc les plus en difficulté de ce point de vue, mais également au niveau de l'APA. Donc nous faisons là encore partie des 10 départements les plus impactés. Donc les difficultés, il faut les surmonter. Et donc nous avons mis en place un dispositif de réduction des dépenses à tout niveau, en essayant évidemment de ne pas trop impacter les partenaires qui sont sur le terrain, que ce soit les associations, sportives, culturelles ou même qui ont trait à l'économie solidaire et sociale. Oui, parce que ce sont des mesures impopulaires, ça. Oui, alors nous faisons du cas par cas, vraiment, et je salue le travail qui a été réalisé par les vice-présidents et puis les commissions, parce que c'est vraiment du travail le plus fin possible. Et donc, grosso modo, on est sur une réduction de 10% de nos engagements. Néanmoins, ça peut aller de 0 à 20 ou 30% selon les cas de figure. Donc c'est vraiment un travail chirurgical qui a été accompli et qui s'est passé finalement le mieux possible. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder quelles sommes sont dépensées par nos 3 départements pour ce fameux RSA, le revenu minimum. Regardez les chiffres, 98 millions dans l'Aisne, 108 millions dans l'Oise, 95 millions dans la Somme, en hausse partout, à mettre en relation avec un autre chiffre fourni par l'Observatoire national de l'action sociale. Le taux de couverture du RSA par les dotations de l'État est en baisse. Il est passé de 90% à 60% en quelques années. Pour faire face, Édouard Courtial, vous dites que c'est vous, dans l'Oise, qui avez réalisé le plan d'économie le plus drastique depuis les élections. Écoutez, il faut vraiment que les téléspectateurs comprennent bien la situation. Lorsque nous sommes arrivés à la tête de cette majorité dans l'Oise, 18 mois après notre arrivée, si rien ne changeait, les dépenses que nous avions à assumer de fonctionnement étaient supérieures aux recettes. C'est-à-dire ce qu'on ne peut pas accepter ni d'une famille ni d'une entreprise, on ne pouvait pas l'accepter non plus d'une collectivité départementale. Face à ça, il y a 2 options. Soit on augmente les recettes, c'est-à-dire on augmente les impôts, et comme mes collègues, nous nous étions engagés à ne pas augmenter les impôts, soit on diminue les dépenses. Et c'est ce que nous avons fait avec un plan drastique, 50 millions d'euros d'économisés sur une enveloppe totale. Grosso modo, les dépenses de fonctionnement dans l'Oise, c'est 750 millions d'euros quand nous arrivons, mais sur ces 750 millions d'euros,
Il n'y en a réellement que 200 à 250 sur lesquels nous avons la main, parce que le reste sont des dépenses obligatoires, comme vous l'avez dit. Et donc, dans cette enveloppe de 250 millions sur laquelle nous avons la main, on a fait un plan de réduction des dépenses de 50 millions d'euros, c'est-à-dire tout ce qui était accessoire, on l'a passé à la hache. Grosso modo, il y avait, avant que nous arrivions, par exemple, une cérémonie des vœux du président du département, ça coûtait 180 000 euros, on a arrêté. Les dépenses de communication, on a tapé dedans, on a économisé 1 million d'euros. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu la fermeture de 6 maisons départementales, par exemple, qui a suscité beaucoup de critiques. Il y a eu la réduction du personnel. Alors, nous avons effectivement arrêté le fonctionnement des maisons du département, qui étaient souvent des maisons de la propagande pour l'ancienne majorité. Et c'est surtout qu'on est allé de manière très pragmatique regarder ce qui s'y passait. Quand vous avez des maisons du département où il y a du personnel qui est payé, du foncier à entretenir et qu'il n'y a qu'un visiteur par jour, pardonnez-moi, mais l'argent public, ce n'est pas de l'argent gratuit. Ça sort de la poche du contribuable. Et donc, quand ça ne répond pas à un vrai besoin de terrain, on n'a pas hésité à fermer certaines maisons. Alors, en même temps, vous dépensez beaucoup d'argent pour la vidéosurveillance, 1,5 million pour aider 80 communes à s'équiper. L'opposition dit que votre austérité est mal placée. Je crois surtout que l'opposition, elle ferait bien de respecter un peu les engagements qui sont pris devant le public lors des élections. Nous avons, avec mon équipe, présenté un programme. Dans ce programme, il y avait des principes, pas d'augmentation d'impôts, et il y avait un certain nombre de mesures. Parmi ces mesures, il y avait la mise en place du passe-permis, c'est-à-dire proposer aux jeunes la possibilité de donner un peu de leur temps et en échange, ils recevaient une aide pour passer le permis de conduire. Nous l'avons mis en place. Nous avons proposé aussi le déploiement d'un grand plan de vidéoprotection pour que les communes rurales en particulier est un outil efficace pour lutter contre... Ça donne des résultats, ça fait vraiment baisser les cambriolages. Déjà, les résultats, c'est le nombre de demandes de subventions que nous recevons. Nous avons déjà financé à peu près 56 projets. Il y en a une vingtaine encore dans les tuyaux. Donc ça répond à un vrai besoin. Et ces besoins, ils s'expriment parce que les communes dans lesquelles ça a été mis en place saluent justement l'avancée que ça a permis en matière de prévention de la délinquance. Donc je répète, on prend un engagement pendant la campagne électorale. Pardon si on le tient après, mais je crois que les Français sont attachés au respect de la parole donnée. Alors, dans la Somme, Laurent Somon, vous faites le même constat de cette baisse des dotations de l'État. Et le sujet polémique du moment, c'est l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie pour le maintien à domicile des personnes âgées. Vous donnez ce chiffre. En 2015, l'APA représentait une dépense de 58 millions pour votre département, que l'État ne compense qu'à 30%. Ça veut dire que là aussi, il faut réaliser des économies ? Nous avons fait, comme mes collègues, le même constat de l'effet de ciseaux, c'est-à-dire de l'augmentation des dépenses sociales et de la diminution des recettes par l'État. Et par conséquent, nous avons été obligés, comme mes collègues, de faire un audit sur toutes les politiques publiques du département, auxquelles n'ont pas échappé les dépenses sociales, car il faut de l'efficience de nos politiques. Nous avons aussi, sur un certain nombre de points, par exemple la communication, diminué les montants des communications. Nous avons diminué les indemnités des élus. Nous avons cherché aussi à faire en sorte que les ménages ne soient pas plus imposés, que le pouvoir d'achat soit maintenu en n'augmentant pas les impôts. Et de la même manière, nous avons voulu poursuivre notre politique d'investissement pour le département et de maintenir un taux d'investissement qui permette l'attractivité de notre département et de ne pas le voir se faire encore plus déclasser, ayant déjà été très frappé notamment par les chiffres de l'aide sociale que vous avez évoqués tout à l'heure en préambule. Spécifiquement par rapport aux personnes âgées, le désengagement de l'État est complètement contesté par Pascale Boittard. On va voir un tweet qu'elle a posté le 23 septembre. C'est donc la secrétaire d'État chargée des personnes âgées. C'est la secrétaire d'État ou c'est la candidate aux législatives qui a tweeté ? C'est plutôt la secrétaire d'État à la première circonscription de la Somme. Elle écrit, vous le voyez, l'État a versé cette année 6,4 millions d'euros de plus qu'en 2015 pour les personnes âgées dans la Somme. Alors c'est quoi ? C'est une bataille de chiffres ? C'est surtout s'attacher à traiter l'écume des vagues, parce que Madame Boittard, la secrétaire d'État donc à la première circonscription de la Somme, tant elle est souvent dans cette circonscription, à croire qu'elle va être candidate aux prochaines législatives. Elle sera notre invitée la semaine prochaine, elle aura l'occasion de répondre. Elle fait plutôt du buzz que le job, parce qu'en fait, effectivement, si l'application de la loi ASV, adaptation de la société au vieillissement, est annoncée compensée pour les 2 années 2016 et 2017, le reste, l'APA de base, ne l'est pas. Et aujourd'hui, je pourrais lui communiquer, et je peux même vous la donner, nous allons lui envoyer la facture pour l'année 2016, où le reste à charge pour le département de la Somme est de 39 millions. Alors certes, le gouvernement accorde 3,6 millions d'euros pour l'année 2016 pour l'adaptation de cette société au vieillissement, mais oublie que naturellement, il y a la base de l'APA qui n'est pas compensée du tout.
Et par conséquent, encore une fois, Mme Boitard comme Mme Marisol Touraine font le buzz, mais ne comprennent pas, je dirais, les difficultés réelles du département. Je dirais qu'ils sont atteints, comme tout le gouvernement, de schizophrénie paranoïaque, dans la mesure où leurs décisions, ils n'écoutent pas, je dirais, les difficultés des départements, appliquent des décisions comme par exemple l'augmentation du RSA non compensé, annoncée il y a quelques jours de 2%, ce qui fera 2 millions d'euros de plus pour le département de la Somme, naturellement sans recettes complémentaires. Et donc cette paranoïa, cette schizophrénie paranoïaque, c'est véritablement ne pas écouter et mettre en danger les départements. Et Mme Boitard a osé dire que le département faisait du harcèlement, enfin pas du harcèlement, de la maltraitance institutionnelle. Je crois que c'est plutôt le gouvernement, dans le cadre de ces mesures, qui fait de la maltraitance institutionnelle vis-à-vis des départements. On va voir de manière générale la réponse du gouvernement à ce dont se plaignent les départements. Marisol Touraine a déclaré « L'Assemblée des départements de France ment aux Français. Contrairement à ce qu'elle prétend, l'État assume ses responsabilités. C'est une campagne de désinformation honteuse lancée pour des raisons purement politiciennes. » Bon, ce sont des accusations graves quand même, mais c'est aussi un bras de fer entre la gauche et la droite. Finalement, on est à 8 mois de la présidentielle. Il n'y a plus de limite. C'est quand même assez ahurissant d'oser écrire quelque chose comme ça. Il faut revenir à l'essentiel, là encore, pour vos téléspectateurs, c'est que le RSA, il a été transféré au département. Nous n'avons pas la main sur le montant qui est versé. Nous n'avons pas la main sur la politique économique désastreuse nationale qui fait qu'il y a de plus en plus d'allocataires du RSA. En revanche, ce sont les départements qui payent. Oui, au mais début, cette baisse des dotations, elle ne était de date pas de François 100%. Hollande. Aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, l'État, particulièrement dans l'Oise, ne rend que 46% de ce que ça coûte. Donc, à l'échelle nationale, que vous ayez un peu idée des choses, c'est 4,5 milliards d'euros qui manquent dans les caisses des départements juste pour payer le RSA. Mais ça ne date pas de ce gouvernement. Quand il y avait avant un gouvernement de droite et que vos prédécesseurs étaient de gauche, il y avait exactement les mêmes plaintes sur la baisse des dotations de l'État. Non, si vous me permettez, ça s'accentue. Il y a une accentuation. Depuis 2006, nous on était à 24 millions de reste à charge. Aujourd'hui, nous sommes à 70 millions dans le département de l'Aisne. Et l'augmentation, elle est tout à fait notable depuis 2 ans, d'environ 12 millions en 2 ans. Si je peux me permettre d'ajouter, en 2011, lorsque déjà on annonçait le gel des dotations, M. Claudie Le Breton, président de l'Association des départements de France, annonçait qu'ils étaient déjà socialistes, étaient déjà étranglés et que la mise en place du gel des dotations allait annoncer leur mort dans les 3 années. Force de constater qu'il était prémonitoire, son analyse, qu'elle était prémonitoire, son analyse, puisqu'effectivement, aujourd'hui, si on ne change rien, si on ne fait pas ces économies, si on ne trouve pas le moyen de réinternaliser au niveau national le financement des aides sociales, eh bien, naturellement, nous allons être en banqueroute. C'est ce qu'a dit mon collègue Courcial tout à l'heure. Derrière, ce sont l'entretien des collèges, c'est l'entretien des routes, c'est tout ça qui est mis en cause par l'absence totale de dialogue du gouvernement et cette espèce de provocation en plus qui vient s'ajouter quand vous montrez les déclarations des ministres. Avec la loi NOTRe, certaines compétences des départements ont été transférées à la région. Pourquoi est-ce que vous ne vous recentrez pas, c'est ce qu'a dit par exemple Nicolas Dumont, le maire d'Abbeville, pourquoi est-ce que vous ne vous recentrez pas sur les compétences vraiment propres au département pour trouver par exemple des économies? C'est justement ce que l'on fait. Et puis une partie des moyens va être transférée aussi à la région. On va perdre la moitié de la CVAE, c'est-à-dire ce qui est encore une recette dynamique et qui va permettre de compenser le transfert de charges, notamment sur le transport scolaire. Donc on n'a plus la compétence transport scolaire, néanmoins nous avons encore la charge. Le 86e congrès des départements de France s'ouvrira mercredi à Poitiers. Qu'est-ce que vous en attendez? L'an dernier, l'État avait débloqué 50 millions, un fonds d'aide exceptionnel. On parle de 200 millions cette année à l'échelle de la France. Justement qu'on reprenne ces chiffres. L'an dernier, l'État a débloqué 50 millions d'euros d'urgence pour essayer, soi-disant, de compenser son absence de compensation sur le RSA. Ces 50 millions d'euros, je vous ai dit qu'il faut mettre au regard des 4,5 milliards d'euros qui manquent si l'État compensait à 100%. Donc vous voyez un tout petit peu les chiffres dont on parle? Ça veut dire que... Et même M. Bailey annonce soi-disant que la situation des départements est meilleure. Il y a de l'oxygène, paraît-il. Il a annoncé l'année dernière, avec ce gouvernement socialiste, 50 millions d'euros. Si ça allait mieux, pourquoi aujourd'hui donnerait-il 200 millions d'euros éventuellement pour compenser? Mais ça veut dire que c'est inutile, un fonds exceptionnel. Nicolas Fricoteau, c'était 3 millions, je crois, pour le département de l'Aisne.
2,9 millions, ça correspond grosso modo à l'augmentation du RSA de 2% cette année. Donc ça ne règle pas le problème. Tout à l'heure, j'évoquais l'augmentation du reste à charge. Donc nous avons bénéficié de la péréquation organisée par l'État il y a 2 ans, donc en 2013, à travers les DMTO, c'est-à-dire les droits de mutation à titre onéreux, et également sur une recette que percevait l'État qui nous a été destinée donc, depuis 2 ans. Donc ça nous donnait 20 millions de plus de recettes. Et aujourd'hui, elles sont complètement absorbées par l'augmentation du RSA. Réalité, si vous le permettez, c'est que M. Baillet, il décline dans son champ de compétences ministérielles exactement ce que dit le président de la République aux Français. Il fait de l'autopromotion en disant « ça va mieux ». M. Baillet, il dit la même chose pour les départements « ça va mieux ». Non, ça ne va pas du tout mieux. Nous, dans l'Oise, le RSA, c'est cette année 7,5 millions d'euros en plus. Vous ajoutez à ça aussi le désengagement de l'État qui s'exprime face au problème des mineurs étrangers isolés, ce qui est particulièrement crucial dans l'Oise. Là encore, la somme du désengagement de l'État met en péril l'avenir de nos départements. Donc le gouvernement a, lui, de dire ce qu'il veut exactement faire des départements plutôt que de les laisser mourir à petit feu. Est-ce qu'il faut une solidarité entre départements, par exemple ? Il faut sûrement une solidarité envers les départements, mais il faudrait surtout aussi que M. Hollande comprenne les difficultés, entende dans ce congrès les difficultés que rencontrent les départements, qu'il écoute les propositions qui lui sont faites, qu'on reprenne les négociations sur le financement par le gouvernement des allocations individuelles de solidarité, que sont le RSA, l'APA et la PCH. Et il faudrait aussi qu'il redonne la main, comme le disait Édouard Courtial tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une compétence transférée? Si nous sommes chefs de file des solidarités sociales, de nous permettre de conduire des politiques. Et d'ailleurs, je pourrais vous citer l'article 72 de la loi de fer de 81 qui reprécise que dans le cadre de la décentralisation de certaines compétences, il faut donner à la collectivité en responsabilité les moyens de pouvoir l'exercer. Pas seulement par un transfert de charges, mais aussi par un règlement qui lui est propre pour pouvoir l'appliquer sur le territoire d'une manière la plus efficace possible. Justement, cette recentralisation des dépenses sociales que vous évoquez, on va faire un tout petit point pour nos téléspectateurs. Recentraliser ou renationaliser le RSA, c'est ce que le gouvernement voulait faire. Il voulait reprendre à sa charge toutes les dépenses relatives au RSA, les négociations étaient entamées et puis tout s'est arrêté. Pour quelle raison? Quel était le point de blocage? L'année de référence et le retour à ce qu'on appelle la meilleure fortune. L'année de référence parce que les départements de France avaient voté à l'unanimité, de droite comme de gauche, à faire en sorte que cette renationalisation prenne comme base l'année 2014. Le gouvernement voulait comme année de référence l'année 2016, sachant que ça change beaucoup parce que la croissance... De 2014 à 2016, nous avons fait, des efforts budgétaires pour compenser le désengagement de l'État, et donc c'est faire fi justement de ces efforts-là que de prendre comme année de référence l'année 2016. Et il y avait encore une augmentation du nombre d'allocataires, donc une augmentation des charges. Un exemple précis, pour nous, c'est 20 millions de plus. Département de l'Aisne, entre 2014 et aujourd'hui. Et vous, Nicolas Fricoteau, je crois, vous êtes favorable à une certaine solidarité entre les départements, que les plus riches payent pour les plus pauvres, c'est ça? Il y a 2 niveaux, en fait. Là, on évoque les AIS, donc là, c'est plutôt la solidarité nationale qui doit intervenir, et donc il y a une proposition de nos collègues du Nord, Pas-de-Calais, Michel Dagbert et Jean-René Le Cerf, qui serait celle-ci. On reprend, donc on établit une moyenne du reste à charge sur tous les départements au niveau national. Et les départements qui sont au-dessus seraient donc compensés, au-dessus de sa moyenne bien évidemment, seraient compensés par l'État. Donc c'est une mesure qui entraînerait une dépense d'environ 500 millions d'euros pour l'État, à mettre au regard de l'aide exceptionnelle. 500 millions, et puis 200 millions qui seraient proposés de manière exceptionnelle cette année. Je pense que si on peut pérenniser ce dispositif, ce n'est pas un effort très, très important pour l'État. Mais le deuxième niveau, et là, c'est un autre problème qui est celui plus large de la décentralisation, au fond. C'est-à-dire qu'on a donné au département une vocation à assumer des politiques territoriales, mais aussi des politiques de solidarité humaine et de solidarité territoriale. Et cette solidarité, nous n'arrivons pas à l'exercer dès lors où nous sommes des départements ruraux, des départements les plus en difficulté. Nous ne pouvons pas mettre en œuvre les investissements qui sont nécessaires. Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas la rendre à l'État, cette compétence, finalement? L'État ne sera pas en mesure d'être au plus près des aspirations de nos concitoyens. Donc le département est à la bonne échelle pour pouvoir intervenir dans la réalité et donc en fonction des besoins réels. Mais il faudrait vraiment qu'il y ait une péréquation, cette fois-ci horizontale, parce qu'en réalité, ce qu'on appelle les droits de mutation reçus à titre onéreux, c'est-à-dire
c'est les droits de notaire. Richesse, c'est ça, Ça, ce sont les droits de notaire. S'ajoutent donc à nos recettes qui sont celles de la fiscalité ou celles des dotations de l'État à travers la DGF. Or, ces recettes sont vraiment liées à la géographie et au dynamisme des régions. Donc, par exemple, vous allez toucher beaucoup plus lorsque vous êtes en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine ou à Paris, ou alors lorsque vous êtes en bord de mer ou dans les Alpes-Maritimes. Les départements parisiens se plaignent aussi d'être asphyxiés par leurs dépenses sociales. Attendez, Paris perçoit 850 millions. Paris perçoit 850 millions de DMTO, c'est-à-dire plus de 400 € par habitant ou 350 €. Mais les départements de la Grande Couronne se plaignent aussi. Nous, on est à 50 € par habitant. Oui, ceux de la Grande Couronne, sans doute. Mais il y a une moyenne, si vous voulez, de 120 € par habitant. Nous, on est à 50 €, 70 €. Mes collègues sont bien inférieurs également. Et ça, cette recette n'est pas liée à la gestion. Encore qu'on puisse intégrer la notion de bonne gestion, sans doute. Mais là, ce n'est pas lié à la gestion, c'est lié à la naissance. C'est-à-dire, vous êtes en bord de mer, vous êtes sur un département touristique, vous êtes à Paris et dans les Hauts-de-Seine, là où tous les sièges sociaux veulent aller. Donc là, cette recette, il faudrait qu'elle soit péréquée davantage qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc ça, c'est vrai que c'est sans doute un outil pour essayer de limiter les effets pervers de la décentralisation. Vous êtes d'accord tous les trois là-dessus, sur cette solution éventuelle? Oui, c'est une des solutions qu'il faut étudier en tous les cas. Je voudrais aussi ajouter que par rapport au congrès qui va y avoir lieu donc, de l'Association des départements de France, c'est qu'on attendait M. Hollande. Comme, bien sûr, il ne va pas venir parce qu'il a fait des cadeaux au bloc communal pour diminuer la baisse des dotations pour l'année 2016 et l'année 2017. Il vient de faire une bonne grâce aux régions. Toutes les semaines, il accorde le milliard. Le Père Noël, on ose espérer qu'approchant la période de Noël, nous allons avoir également les meilleures nouvelles et des cadeaux financiers qui vont permettre de, sinon résoudre, en tout cas de soulager les départements les plus en difficulté par rapport à ces difficultés sociales. Moi, je crois qu'il faut, encore une fois, effectivement cette solidarité par rapport au reste à charge moyen, pas seulement sur le RSA, mais bien sur la totalité des allocations individuelles de solidarité, parce que tous les départements, comme l'a dit mon collègue Nicolas Fricotto, ne sont pas à la même enseigne. Il y a ceux qui sont très touchés par le chômage, comme l'Aisne, comme la Somme, comme l'Oise, ou le Nord et le Pas-de-Calais d'ailleurs, toutes les Hauts-de-France. Il y a ceux qui sont plus touchés par le vieillissement de la population, mais nous, le pire, c'est nos trois départements, sommes touchés par l'accumulation de ces deux phénomènes, à la fois le vieillissement de la population, à la fois le nombre de personnes en grande précarité, et puis on pourrait ajouter également aussi le nombre croissant de demandes en termes de prestations de handicap. Donc vous le voyez, nos trois départements cumulent beaucoup de difficultés qui malheureusement ne sont pas entendues de la part du gouvernement. Manuel Valls avait envisagé de supprimer les départements, ça c'était une déclaration de 2011 justement. C'est bien on parti. est à l'heure des super régions. Parti. Est-ce que vous pensez que c'est un échelon encore utile dans le fameux millefeuille ? S'agissant des collectivités locales, comme du reste d'ailleurs, la politique de ce gouvernement est totalement brouillonne. Je vous rappelle juste qu'on est arrivé au nombre de 13 grandes régions. Ça s'est fait sur un coin de table à l'Élysée et le communiqué de presse annonçant la création, d'ailleurs, laissait en blanc le nombre des régions. Donc tout ça s'est fait de manière extrêmement rapide et on arrive avec des régions qui sont d'une taille tellement importante que justement ça rejustifie encore plus l'existence des départements. Parce qu'en réalité, ce qui compte, c'est qu'il y ait une bonne compétence qui s'exerce sur un territoire donné, de bonne taille. Donc gérer les collèges ou gérer les routes départementales, ça se fait à l'échelle de la collectivité départementale très naturellement. On ne va pas aller faire gérer le collège de Chaumont en Vexin à Lille. Donc la réalité, c'est que M. Valls, quand il déclare ça en 2011, derrière, il crée ces grandes régions qui justifient encore plus, à l'inverse, l'existence des départements. Encore faudrait-il que le gouvernement ne les asphyxie pas financièrement, ce qu'il est clairement en train de faire aujourd'hui. J'ajouterais que pour diminuer le nombre d'allocataires, il faut privilégier l'insertion, et notamment l'insertion économique ou socio-économique. Or, ce sont véritablement en proximité les départements qui sont en capacité, avec leur savoir-faire, à permettre aux allocataires du RSA à retrouver un emploi. Avec l'aide, en particulier dans cette région, nous avons cette chance que la région Hauts-de-France, avec Xavier Bertrand, souhaite faire la promotion de la formation et de réserver une part de cette manne financière pour la formation aux allocataires du RSA. Nous devons saisir cette chance parce qu'encore une fois, la première de solidarité sociale, c'est l'emploi. Rapidement, est-ce que vous pourriez collectivement, les départements, en venir à des mesures de rétorsion à l'égard du gouvernement? Dominique Bussereau, qui est l'actuel président de cette fameuse Assemblée des départements, a promis à l'État, si rien ne bougeait, une guerre totale.
Moi, je ne suis pas pour la confrontation immédiate. Nous avons encore bien des marges de négociation à pouvoir mettre en œuvre. Je souhaite véritablement que les ministres, et notamment la secrétaire d'État à la première circonscription ou la ministre de la Santé, reviennent sur des positions plus cohérentes, plus factuelles, et qu'on puisse reprendre les négociations sur la renationalisation des financements des allocations de solidarité. Moi, je ne suis pas un belliqueux, mais honnêtement, on est arrivé dans une telle situation, après tous les efforts que nous avons faits, on arrive à l'os aujourd'hui. Et si on continue à avoir un gouvernement totalement sourd, qui continue à se désengager totalement sur la collectivité départementale et qui n'est pas au rendez-vous quand il s'agit de signer les chèques, moi je suis prêt à amener une guerre totale. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Merci aux équipes techniques qui ont permis de réaliser cette émission et à notre très efficace service documentation. La semaine prochaine, Zora Hamdan recevra, on en a parlé en début d'émission, Pascal Boitard, la secrétaire d'État chargée des personnes âgées et de l'autonomie. Vous pourrez lui poser vos questions via notre page Facebook. Restez avec nous. Dans quelques minutes, le journal présenté par Flore Fenouillet. Et puis à midi 10, la seconde partie de Dimanche en politique, Francis Letellier reçoit aujourd'hui François Fillon, l'un des 7 candidats à la primaire de la droite et du centre. Passez un très bon dimanche sur France 3 et à bientôt.